Nous aimons Vienne, son opéra, sa Sacher Torte, ses valses, l'Empire austro-hongrois. Et voilà que ces valses aujourd'hui sont au rythme des balles réelles. Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Des images d'un autre temps. On aurait tellement envie de n'avoir que ces images, de les regarder, ces valses, ces gens, les crinolines, les gens vêtus magnifiquement, la classe et tout ça. Et puis voilà. Comme en novembre 2015... En novembre 2020, eh bien, ça frappe à Vienne. Ça tue à Vienne. Voilà. Et un sympathisant de Daesh, le ministre de l'Intérieur autrichien l'a dit, a attaqué. Il y a eu 3 morts, plusieurs blessés, des personnes en fuite, enfin, qu'on est en train de rechercher. Et effectivement, on a dit que, voilà, allégeance à Daesh, allégeance à l'État islamique. Alors, on comprend pas, on essaie de comprendre, effectivement. L'Autriche n'a pas montré spécialement les caricatures de Charlie Hebdo. L'Autriche n'a pas un passé colonial spécifique vis-à-vis du Moyen-Orient. Mais il y a eu effectivement, on va évoquer cela vis-à-vis de l'Empire ottoman, il y a eu quand même des dates symboliques. Nous allons évoquer ça et je le remercie d'être avec nous avec Alain Boer, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qui est professeur de criminologie et consultant en sécurité et en gestion de crise, et surtout, il a écrit beaucoup de livres, passionnants d'ailleurs, sur ce qui se passe du point de vue de la sécurité. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors l'Autriche, qu'est-ce qui se passe? Parce que effectivement, on a rappelé dès ce matin que c'est là qu'a débuté en 1683 la bataille victorieuse d'Habsbourg, marquant un coup d'arrêt décisif aux ambitions ottomanes. L'Empire ottoman, par rapport à la partie de l'Europe, a été arrêté à Vienne. Mais je ne pense pas que c'est en raison ou à cause de cela que Daesh a frappé à Vienne hier. Ah, vous avez peut-être tort. Pourtant, vous êtes un grand historien et quelqu'un d'extrêmement cultivé. Ne sous-estimez pas la mémoire des empires, que ce soit l'Empire austro-hongrois ou l'Empire ottoman. Je vous rappelle qu'on mange des croissants parce que les boulangers de Vienne se sont rendus compte que les troupes ottomanes essayaient de passer sous les fortifications, ont alerté l'armée et en signe de victoire, on fait un pain en clin d'œil en forme de croissant. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, les symboles résistent au temps. Et si parmi nous, l'un d'entre eux devait savoir ça mieux que l'autre, c'est bien vous. Deuxièmement, il faut savoir que Sébastien Kurz, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, est quelqu'un de très dur sur la question et du voile islamique, et aussi de l'influence qu'avait le gouvernement turc sur les mosquées et les imams. Il a procédé à une sorte de concordat napoléonien vis-à-vis de M. Erdogan, qui disait de Sébastien Kurz à peu près ce qu'il raconte du président Macron récemment. Et donc, il y a une forte population immigrée d'origine turque en Allemagne comme en Autriche. C'est une vieille tradition. Elle appartient au concept de l'Empire austro-hongrois, vous l'avez très bien rappelé. Et en matière, c'est effectivement la frontière historique. La frontière espagnole était celle de la Reconquista, la frontière autrichienne a été celle de l'arrêt à l'Empire ottoman. Et donc, cette dimension n'est pas tout à fait secondaire. Voilà. Donc, il faut la prendre en considération. Deuxièmement, c'est pas la première fois. En décembre 2019, déjà, une tentative d'attentat avait été démantelée par la police autrichienne. C'était un commando composé de Tchétchènes. Là, l'un des 2 opérateurs vient de Macédoine du Nord, avait été arrêté et libéré fin décembre 2019, malencontreusement aussi, et était signalé comme un agent de l'État islamique. Donc, en la matière, ce sont des vieilles histoires qui reviennent de manière régulière. Mais alors justement, en élargissant Alain Boer, en élargissant un peu le scope, est-ce qu'en fait, on est devant une offensive, comme on dit à bas bruit ou signaux faibles, enfin j'aime pas beaucoup ces expressions, quand il y a des meurtres ça veut pas dire grand-chose, mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, pour poser la question de façon brutale, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas en disant, chacun, un peu enrégimenté, Conflans-Sainte-Honorine, Vienne, même combat, on endoctrine, on modèle, et puis on dit, allez-y, frappez où vous pouvez, quand vous pouvez. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans cette phase-là ?
Ah oui, mais elle a été prononcée il y a déjà longtemps. Elle a été prononcée par le ministre des attentats de l'État islamique, M. Al-Adnani, qui avait expliqué qu'il fallait venir se battre sur le territoire du califat territorial, Syrie-Irak, si on ne pouvait pas, si on était empêché, si on était bloqué, ce qui est le cas du suspect M. Koujim F, qui lui-même avait été interpellé parce qu'il voulait partir se battre sur le terrain du califat. Et je vous avais expliqué il y a déjà quelques années dans la presse écrite à quel point l'idée d'empêcher les gens d'aller se battre provoquait mécaniquement un risque qu'ils le fassent à la maison plutôt que d'aller le faire au loin. Oui. Et que l'idée de les empêcher d'y aller plutôt que de les empêcher de revenir était une conception assez étrange du dispositif, oui. Mais on pouvait la discuter. Il valait mieux les laisser aller quand même, oui. Et donc, il y a dans l'État islamique 3 catégories d'opérateurs. Et c'est la grande révolution dans les affaires du terrorisme qui a provoqué l'État islamique. C'est assez rare. Hein. Le terrorisme est assez stable, en fait, depuis que nous-mêmes, Français, avons inventé le concept, à peu près tout expérimenté, puis tout exporté. Ouais. Premièrement, les lions du califat, du personnel salarié qui est envoyé en mission. C'est le cas de novembre 2015. Bataclan et tout ça. Ouais. Tout à l'heure. Les soldats du califat, ça c'est de la sous-traitance, de l'ubérisation. On les connaît, on leur donne des moyens, des instructions, mais en fait ils ne sont pas envoyés en mission ou en tout cas de pas très loin. Et puis les inconnus du califat, ceux qui sont sensibles au moment, au mouvement, aux réseaux sociaux, à l'identification, à une pulsion que le califat ne connaît même pas d'ailleurs, et qui commettent des attentats de proximité avec les moyens du bord. Alors, nous sommes là dans un cas intermédiaire parce qu'il y avait beaucoup de moyens du bord, une machette, un fusil de chasse, oui, mais quand même une Kalachnikov probablement issue de la criminalité, puisque vous le savez, la France a aussi inventé l'hybridation depuis Khaled Kelkal en 1995. Hein, ouais. On oublie tout, mais oui, c'est vrai, ça va 25 ans, oui, absolument. Et donc là, on est dans un intermède. Mais je crois qu'il y a simplement eu la réponse à un appel lointain qui est saisissez-vous des opportunités et créez-vous une rédemption, parce que l'État islamique est la seule organisation terroriste de l'histoire qui explique qu'elle a des criminels et qu'elle est contente d'avoir des criminels et qu'elle leur offre une voie vers un avenir merveilleux, alors que toutes les autres organisations font d'immenses efforts pour séparer le droit commun du politique et de justement expliquer qu'ils ne sont pas des criminels quoi qu'ils fassent, ils sont des purs esprits. Ce n'est pas le cas de l'État islamique et je crois que ce mode de recrutement de cette 3e catégorie-là explique peut-être ces conditions de passage à l'acte en fonction aussi du climat ambiant. Donc voilà une chose, Alain Boer, que les Français n'ont pas inventé en matière de terrorisme, déjà. Mais juste une question, est-ce que ce qui se passe actuellement par rapport aux exhortations d'Erdogan, par rapport au fait que, comme vous dites, l'État islamique n'a plus, et c'est le moins que l'on puisse dire, la surface géographique qu'il avait il y a encore quelques années, le fait qu'on a laissé partir, mais qu'on est en train de faire revenir, ou en tout cas qu'on libère un certain nombre de djihadistes aussi, il faut le dire, ici en France. Est-ce que, en fait, nous sommes actuellement dans quelque chose qui va perdurer pendant encore assez longtemps? C'est-à-dire que c'est une situation presque, allez, je dirais terriblement quotidienne. Avec beaucoup de courage et d'honnêteté, le ministre de l'Intérieur a expliqué que le problème, c'est pas de savoir s'il y aura un prochain attentat, mais quand il y aura un prochain attentat. Et depuis la déclaration d'Al-Adnani, nous nous attendions à un essaim de moustiques attaquant le lion, un peu comme la fable, vous savez, il ne le tue pas, mais essaye de le rendre fou. C'est exactement ce qui est en train de se produire, sauf que il y en a eu beaucoup moins qu'on ne l'imaginait, et c'est une bonne nouvelle, ouais. Et ça a mis beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait, et là, c'est une moins bonne nouvelle. Mais il y a eu un événement, c'est que nos services de renseignement, qui étaient très handicapés par la compréhension des hybrides, ouais. Justement de type Kelkal, qui se sont multipliés depuis Mohamed Merah, car depuis nous n'avons quasiment que des criminels qui passent au terrorisme. Il est très rare d'avoir de purs militants de la foi. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont une connaissance que je qualifierais d'extrêmement limitée, voire inexistante, oui, des textes ou de la foi qu'ils sont censés défendre. On s'est rendu compte donc qu'il y a une surmultiplication de ces opérations, et que du coup, on a un processus là qui essaye de revenir à cette fameuse annonce. Et ça, c'est lié à l'existence du 2e califat, le califat virtuel. Car si le califat territorial est pratiquement, mais pas totalement détruit, s'il se redéploie, y compris en Afrique de l'Est, qu'on ne regarde pas suffisamment, et aussi en zone sahélo-sahélienne ou autour du lac Tchad, dans des endroits où il y a beaucoup d'intérêt français, il y a des problématiques sur justement à la fois des importés,
des gens qui viennent de l'extérieur pour commettre des attentats. C'est probablement, je dis bien probablement, le cas du Tunisien de Nice. Ouais. Des locaux qui passent à l'acte. C'est le cas du Tchétchène de Conflans, ou beaucoup de convertis qu'il ne faut pas sous-estimer, beaucoup de femmes, beaucoup de délinquants et de criminels, les fameux hybrides. Et donc, cette diversité de profils est un sujet extrêmement compliqué. Donc, le renseignement s'est beaucoup amélioré, puisqu'on est passé d'une demi-douzaine d'opérations préventives ou proactives avant l'attentat de Nice de juillet 2016 à 10 fois plus. Donc, il y a eu un gros progrès. Par contre, le démantèlement des réseaux structurés amène l'existence en dessous de la zone de radar de petits éléments d'une ou deux personnes, ce qui est le cas probablement à Vienne. Les inconnus du califat et autres. Oui. Ouais, comme ce qui a été lieu à Londres à plusieurs reprises, avec un ou deux opérateurs. Le problème de l'attentat, c'est que c'est de la violence plus de la com. Et l'effet médiatique extraordinaire de ces attentats fait qu'il y ait peu de victimes ou beaucoup de victimes, on en parle de la même manière. Et c'est le but de la manœuvre de l'État islamique, c'est qu'on en parle avec les moyens les plus limités possibles. On est passé de l'hyperterrorisme à l'hypoterrorisme, mais c'est ce qui fait vivre l'idée et c'est le message permanent de l'État islamique sur Internet. Et juste un dernier mot, Alain Bauer. Est-ce que, vous savez, on a reparlé de l'immigration à propos du Tunisien qui avait emprunté la filière des bateaux. Alors, il ne s'agit pas de généraliser et de dire tous les immigrants, etc., ce qui serait ridicule, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème ? De toute façon, il y a toujours un problème dans la gestion des frontières. Un pays, ça existe, une nation, un État, ça existe avec des frontières, une langue, une culture, un drapeau, une organisation politique, si possible démocratique, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Il se trouve que nous avons décidé de sous-traiter à la fois la religion aux États qui en étaient propriétaires, ce que M. Kurz a décidé d'éliminer en créant une sorte de concordat d'un nouveau genre, et puis de sous-traiter nos frontières aux éléments les plus faibles et les plus lointains de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment nos amis grecs ou nos amis italiens. Oui. On a décidé qu'on ne voulait pas s'en occuper et qu'ils avaient qu'à se démerder avec. Nous sommes victimes de notre inconscience ou de notre inconséquence et surtout de notre incohérence sur cette question. À part ça, au vu des profils des auteurs d'attentats, comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a tellement de natures différentes que le fait de fermer toutes les frontières n'aurait pas empêché une partie des auteurs d'attentats de les commettre. Ça aurait pu limiter peut-être. Oui, il y en aurait eu peut-être moins, mais il n'y en aurait pas eu zéro. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut prendre en compte que la diversité des profils de ce qu'a créé l'État islamique en la matière nécessite une révision totale du classement habituel et du profilage habituel, ce que la DGSI a réussi à faire depuis sa création, mais par contre, le renseignement territorial qui sous-traite le bas du spectre, lui a les mêmes problèmes qu'avait la DCRI avant de devenir DGSI. Donc, on a décalé la problématique, il va falloir y répondre pour recommencer à prendre le contrôle de ce bas du spectre. Il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup Alain Bauer, merci pour vos éclaircissements.